c'est l'heure de l'invité plateau et on vous le disait à l'entame de ce numéro et même ce depuis hier, nous parlons donc des législatives et des locales, donc des prochaines échéances électorales qui se tiendront à partir du 27 septembre 2025. Quid des préparatifs? On a l'occasion et l'opportunité de recevoir ce matin M. Christian Mermans Nansom, président du parti politique Mouvement pour la grandeur du Gabon, MGG, et président en exercice de la coalition Le Destin National, abrégé LDN. Monsieur Nan, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas à votre premier passage sur la matinale. Pas du tout. Vous êtes habitué déjà. C'est un habitué de la maison. C'est vrai que souvent on vous reçoit pour parler de culture. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Je suis par ailleurs un acteur culturel très engagé. C'est cela. Ouais. Et là, aujourd'hui, on vous reçoit pour parler de politique et on voit que vous êtes donc président du parti politique Mouvement pour la grandeur du Gabon. Quand on a un parti politique qui s'appelle Mouvement pour la grandeur du Gabon, on a quoi comme aspiration? Bien, merci déjà de l'opportunité que vous me donnez en m'invitant à cette émission. Le Mouvement pour la grandeur du Gabon, en abrégé MGG, est un parti politique d'idéologie nationaliste, patriotique et panafricaniste. Donc, à travers notre dénomination, à travers notre idéologie, nous voulons simplement faire en sorte que les programmes politiques que nous proposons au peuple gabonais puissent faire en sorte que les Gabonais s'approprient leur pays, leur richesse, leur économie, et que notre pays soit dans sa marche basée sur 3 objectifs principaux. Le premier objectif que vise le MGG, c'est l'indépendance totale du pays. C'est ça le nationalisme. Nous visons la démocratie et nous visons le développement. Voilà. Très bien. Donc, indépendance, Totale. démocratie Démocratie, oui. et développement. Et développement du Gabon. Bien. On va revenir sur ces 3 points tout à l'heure parce que vous devez nous dire comment pensez-vous atteindre ces 3 fondamentaux de développement de façon générale d'une nation. Législative et locale, quid des préparatifs? C'est la thématique qui vous amène sur ce plateau. Comment ça se passe là-bas dehors, les préparatifs? Ça bouge, pas encore, un peu timide. C'est vrai que sur ce plateau, hier, on a reçu un acteur politique qui nous a dit, malheureusement, nous, on attend toujours la dernière minute pour se bouger. C'est pas le propre du Gabonais. Voilà, mais il y a des choses qui se font déjà. Où en est-on exactement? Bien, au niveau des partis politiques, les choses bougent. On ne va pas dire que rien ne bouge sur le terrain. Vous êtes sans ignorer que nous sortons d'une élection présidentielle qui a vu la participation d'un grand nombre d'acteurs culturels, d'acteurs politiques, des partis politiques, y compris le nôtre, le MGG. Et au sortir de ces élections présidentielles, il est déjà question de, toujours dans le processus de la fin de la transition, de procéder au renouvellement des institutions de la République, notamment l'Assemblée nationale, le Sénat et les collectivités locales. Donc, à ce niveau, chaque parti politique, chaque état-major politique s'organise pour faire en sorte que les adhérents, les cadres issus de leur rang puissent intégrer ces institutions-là. Et les préparatifs se passent plus ou moins bien. Il y a quoi dans le préparatif-là qu'on met exactement? C'est-à-dire que les partis font quoi concrètement? Lorsqu'on participe à une élection, la première chose, c'est de s'assurer que nous disposons des électeurs dans les listes électorales. Donc, il y a un travail de sensibilisation, de pédagogie à l'endroit des populations pour demander à ces derniers, notamment les électeurs potentiels de différents partis politiques, d'aller se faire inscrire pour ceux qui ne le sont pas encore et de procéder au basculement pour ceux qui veulent changer des centres de vote en faveur des candidats qu'ils souhaitent soutenir. Allez-y. Oui, donc c'est un travail qui se fait d'abord en amont et ensuite viendra le moment de l'identification et des déclarations des candidatures, donc des investitures des candidats. Là aussi, les partis politiques sont à pied d'œuvre pour voir dans quelle mesure, qui désigner pour représenter leur formation politique
pendant ces échéances électorales. Alors, j'aimerais revenir. Ce travail de pédagogie et d'information passe par quoi concrètement? Est-ce que vous vous limitez, un exemple, hein, sur les réseaux sociaux, sur vos plateformes sociales? Est-ce que vous allez sur le terrain? Est-ce qu'il y a des campagnes de sensibilisation justement pour identifier vos différents électeurs? Par quoi passe ce travail d'information et pédagogique finalement? Bon, je pourrais vous répondre par rapport à ce qui se passe au MGG. Ce que nous faisons déjà, c'est d'organiser d'abord notre parti, aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Ce travail a déjà été fait. Et à travers cette organisation du parti, à travers nos structures de base, n'est-ce pas, nous transmettons des informations relatives aux inscriptions, aux enrôlements sur les listes électorales. Donc, le travail peut se faire de bouche à oreille. Ça peut se faire via les réseaux sociaux, donc tous les moyens de communication possibles, notamment ce plateau spécial de la matinale. Donc, nous profitons, nous usons de tous les moyens de communication possibles pour faire passer le message. Mais il y a aussi que, une autre chose est de sensibiliser et une autre est d'aller sur le terrain. Donc nous n'excluons pas aussi des activités telles que les causeries politiques, les séminaires de formation et de sensibilisation de nos militants et sympathisants. Et donc ces populations, elles vous accueillent. Comment vous jugez le comportement ou l'attitude des populations actuellement? Elles ont hâte, elles observent à distance, elles sont méfiantes, hésitantes. Quel regard vous portez sur l'attitude du Gabonais lambda lorsque vous descendez sur le terrain? Bon, déjà, ce que nous observons d'entrée de jeu, c'est la confusion qu'il y a au sein de la population. La confusion sur quoi? La confusion sur les types d'élections. Nous sortons d'une élection présidentielle, je l'ai dit tout à l'heure. Une élection présidentielle a 16 enjeux. Et les élections législatives et locales en ont les leurs. Donc, pour certains, le plus important, c'était d'élire le président de la République et que les législatives ne représentent pas grand-chose à leurs yeux, pour certains, malheureusement. Et c'est pourquoi nous rappelons toujours, pour toutes fins utiles, que même quand on a fait élire un président de la République, ce président a besoin d'une majorité confortable au Parlement pour bien gouverner. Donc, là aussi, on nous dit, mais pourquoi vous n'entrez pas directement dans le parti du président de la République? À ce moment, nous disons que nous, en tant que parti politique, nous sommes des alliés stratégiques du président de la République, mais nous ne sommes pas des alliés idéologiques. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Allié stratégique, allié idéologique, c'est quoi la différence? Allié stratégique veut simplement dire que nous nous mettons ensemble pour faire élire quelqu'un et nous allons donc voir dans quelle mesure, au sortir de ces élections, une fois la victoire acquise, n'est-ce pas, répartir les responsabilités entre les uns et les autres. Mais allié idéologique veut dire qu'on partage la même vision idéologique, le même programme politique, ce qui n'est pas forcément le cas. Parce que le MGG a son idéologie et nous tenons fermement là-dessus. Dans notre parti, nous pensons que le Gabon doit se débarrasser du franc CFA, par exemple. Dans notre pays, nous pensons que le Gabon doit s'approprier sa culture. Nous devons nous vêtir comme des Gabonais, nous devons avoir une langue nationale, nous devons, en un mot, nous approprier notre culture de telle sorte que tout ce qu'on pourra faire sur le plan politique repose sur nos valeurs culturelles. Mais on aurait voulu voir notre invité habillé comme un Gabonais sur ce plateau. Oui. Ce matin. Oui, tout à fait. Justement, le problème est que si je venais habillé avec une chemise à la gabonaise, je ne serais pas entré à la présidence de la République. Donc on a tout un combat. Des chemises. Bien sûr, je l'ai expérimenté plusieurs fois. Voilà pourquoi le combat est grand. Le combat est grand. Nous pensons que, effectivement, si nos propositions passent une fois à l'Assemblée nationale, nous allons proposer des lois
des lois qui permettront justement qu'une tenue vestimentaire nationale soit adoptée, une langue nationale soit adoptée, la politique de préférence nationale en matière de gastronomie, de consommation de la culture gabonaise, la musique, la danse, ainsi de suite. Et on connaît votre préférence pour la langue Nzebi. Vous nous l'aviez dit sur ce plateau. Ou bien vous avez changé d'avis. Je le réaffirme avec force et vigueur. On va en discuter une autre fois. On reçoit M. Christian Mermans Nan, président du parti politique Mouvement pour la grandeur du Gabon, donc MGG, et président en exercice de la coalition Le Destin National. Avec lui, on parle donc des préparatifs donc, de ces législatives et locales. Monsieur Nan, on sait que la révision de la liste électorale a commencé, donc on est en pleine révision justement de cette liste électorale qui ira donc du 14 juillet au 12 août, sauf erreur de ma part si je ne me trompe pas. Comment est-ce que vous, dans votre parti, et peut-être même en général, comment doivent se comporter les partis politiques durant ce temps de révision de la liste électorale et plus précisément le vôtre, puisque vous représentez un parti politique? Bien, le MGG et tous les partis membres de la coalition Le Destin National s'organisent de manière très simple. Nous donnons l'information à nos parents, amis et connaissances en leur demandant d'aller s'enrôler, pour ceux qui ne le sont pas encore, et d'aller faire le basculement en faveur des circonscriptions électorales où nous allons présenter des candidats. Nous utilisons les moyens de communication, les forums WhatsApp, Facebook, ainsi de suite, les réunions que nous tenons, les séminaires, les causeries politiques. Mais ce que nous ne faisons pas, c'est de transporter les gens. C'est de donner de l'argent aux gens pour aller se faire enrôler. Déjà, nous n'en disposons pas, et même si nous en avons, nous ne l'aurons pas fait. Parce qu'on n'achète pas un soutien, on n'achète pas un vote. Chaque citoyen gabonais doit être conscient que sa décision compte pour le développement du pays, pour la démocratie dans notre pays et pour l'indépendance de notre pays. On a l'impression que c'est un des défis principaux de ces élections-là, depuis les élections présidentielles même, parce qu'à chaque fois on le dit, on ne donne plus de gadgets, on ne paye plus, on ne transporte plus les gens. Vous pensez que ça joue en termes de crédibilité au final sur le résultat? Bon, la logique voudrait qu'on n'utilise pas, qu'on ne monnaie pas son soutien. Voilà, c'est ça la logique. Maintenant, la réalité sur le terrain est que c'est tout un contraire. Quand vous allez vers des gens, ben, ils vous exigent des sommes d'argent rien que pour aller s'enrôler. Pour exprimer leur propre vote, ces derniers vous demandent toutes sortes de choses. Moi, par exemple, je me suis adressé comme ça à un groupe de personnes sans savoir qu'ils étaient... ils faisaient partie des déguerpis, n'est-ce pas, du boulevard Triomphal. Et bien, ces derniers m'ont dit, si vous voulez qu'on vous soutienne ou qu'on rallie votre parti, trouvez-nous un terrain, une maison. Bon, je pense que il y a un problème vraiment d'éducation politique. Oui, mais peut-être que c'est le contexte qui veut ce genre de Le contexte ne doit pas... on ne peut pas demander à un parti politique, en échange d'un soutien, d'offrir un terrain ou une maison. Je crois qu'on est carrément hors sujet. C'est des choses qu'on doit demander à l'État. Et cet État-là, ce gouvernement, travaille en fonction, justement, des propositions que pourraient formuler les parlementaires pour prendre des lois qui peuvent favoriser effectivement l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Est-ce que ce n'est pas l'attitude des hommes politiques qui fait en sorte qu'aujourd'hui, finalement, oui, les populations se disent, bon, nous on sait qu'une fois on va vous voter, vous allez disparaître. Vous ne viendrez plus nous voir. Au Parlement, là-bas, on ne saura même pas ce que vous aurez décidé ou quelle position vous prenez pour tel ou tel autre projet. Donc, mieux, puisque vous avez besoin de nos voix, il faut acheter, il faut déposer quelque chose sur la table. Est-ce que c'est de la faute des populations ou le manque de confiance qui finalement s'est installé entre les deux partis? Est-ce que ce n'est pas parce que c'était aussi peut-être des pratiques d'antan de se Très dire qu'un parti politique est capable de m'offrir une maison et un terrain? Une population s'éduque comme on éduque un enfant.
lorsqu'on est à la tête du pays, on gouverne, on éduque le peuple comme on éduque un enfant. Donc, je suis d'avis que les populations n'ont pas totalement tort, parce que lorsque le pays évolue avec de telles pratiques, orchestrées par les gouvernants depuis des décennies, cette habitude devient une seconde nature. Donc, voilà pourquoi il faut un renouvellement de la classe politique au sommet de l'État qui puisse, n'est-ce pas, inculquer de nouvelles valeurs qui permettent aux populations de changer d'attitude. Si au sommet de l'État, il n'y a pas de gens qui mettent en place des mécanismes qui permettent effectivement que ces pratiques soient éradiquées, eh bien, nous allons toujours avoir affaire à ce type de comportement de la part des populations qui ne font que s'adapter, qui ne font que réagir en fonction de ce qu'on leur propose. De ce qu'on leur propose et en fait, ils se comportent de la même manière que le gouvernement veut qu'ils se comportent. Monsieur Nanson, quelle est l'attitude des partis politiques durant justement donc ce temps de révision de la liste électorale? On va même dire durant les préparatifs, hein, mettons tout, englobant tout, toutes ces périodes-là bien distinctes, parce qu'on a quand même la révision de la liste électorale, après on a le début de dépôt des candidatures et tout ça. Quelle est l'attitude des partis politiques face à la CNOSER, cette commission nationale d'organisation et de coordination des élections et de référendums? Est-ce qu'il y a un lien direct? Est-ce que les partis politiques se rendent vers cet organe? Si oui, pourquoi? Pourquoi faire? Il y a une certaine collaboration? Est-ce qu'il y a une collaboration? Bon, nous sommes obligés de collaborer parce que, comme vous le savez, il y a désormais un nouveau code électoral qui remet un peu en place une certaine organisation. Donc, la CNOSER existe désormais et la mise en place de la CNOSER s'est faite non pas avec la participation des partis politiques, bien sûr, mais par le ministère de l'Intérieur à part entière. Donc, c'est déjà quelque chose que les partis politiques ont dénoncé à ce temps-là, mais nous continuons de le dénoncer. Mais le processus, la vitalité politique dans un pays doit être animée et entretenue par les partis politiques. On ne peut pas être écarté du processus électoral dans le pays. Or, lorsque le ministère de l'Intérieur s'approprie à 100% de l'organisation et du déroulement du scrutin, sans la participation des partis politiques, à un moment donné, il y a quand même un petit souci. Donc, il y a déjà ce malaise qui existe, mais qu'à cela ne tienne, la loi reste la loi. Nous allons vers la CNOSER. Les partis politiques fréquentent les commissions électorales timidement, parce que tous les partis politiques n'ont pas les mêmes moyens. Pour constituer une liste aux élections locales, je prends l'exemple du 3e arrondissement où je serai certainement candidat, si ma candidature est validée, c'est 29 colistiers. Vous avez des colistiers qui peuvent vous dire que moi, je suis né à Bitam. J'ai donc besoin de faire mon casier judiciaire, mais je n'ai pas de moyens. L'absence de moyens n'est pas forcément liée à un manque de popularité de ce colistier. Donc, on peut avoir un colistier très utile dans une liste, très populaire dans sa localité, mais ce colistier peut être absolument dépourvu de moyens. À un moment donné, les têtes de liste sont obligées de subir toutes les dépenses liées à la documentation. Est-ce qu'on ne doit pas prendre en compte tous ces éléments-là lorsqu'on crée un parti politique, lorsqu'on travaille pour la survie de notre parti? Ce sont des difficultés que l'on devrait anticiper normalement. Non, un parti politique est un ensemble de personnes qui partagent les mêmes idées, les mêmes convictions. Voilà. Donc, c'est d'abord une affaire d'idées. Quand les gens se mettent ensemble pour créer un parti politique, c'est une idée qu'on veut impulser et imposer dans la société. Donc, ce n'est pas d'abord une affaire de moyens. Les pauvres ont le droit d'émettre des idées, d'avoir une vision du pays et de se constituer un parti politique. Donc, la question des moyens par rapport aux difficultés rencontrées par les partis politiques dans leur participation aux élections, c'est-à-dire en commençant par l'opération d'enrôlement jusqu'au dépôt, à la constitution des dossiers de candidature
et jusqu'à la campagne électorale même. Donc, les partis politiques rencontrent toutes sortes de difficultés tout au long de ce processus. Et l'un des moyens qui peuvent nous permettre, d'un temps soit peu, de régler cette difficulté ou de l'atténuer, c'est simplement que l'État subventionne les partis politiques à la même hauteur, avec des montants, j'ai envie de dire, équivalents à chaque parti politique. De cette manière, on verra qui pèse quoi sur le terrain. Donc, lorsque certains partis politiques ont plus de moyens que d'autres, je dirais même que certains partis n'en ont pratiquement pas. À un moment donné, le jeu démocratique peut être faussé parce que l'argent va influencer, comme vous le savez, au sein des populations. Certains auront tendance à soutenir ceux qui ont, n'est-ce pas, mis à leur disposition des sommes d'argent ou bien d'autres faveurs. On va aux législatives et aux locales certainement à partir du 27 septembre 2025. Comment se font les choix des représentants des partis politiques? Est-ce que moi, au cause, je suis populaire dans ma petite commune, je suis dans le MGG et on se dit, bon, lui, parce qu'il est populaire, il doit se présenter là-bas. Est-ce que Madame Ocom, parce qu'elle aurait plus d'argent dans le parti politique, on se dira, bon, elle a les moyens, donc elle doit se présenter. Quid du choix des représentants des partis politiques durant justement ces législatives et ces locales? Si choix il y a, bien sûr. Oui, vous semblez distinguer, vous semblez séparer la popularité et la question des moyens. En politique, les deux vont de pair. D'accord. Les deux vont de pair. On ne peut pas aller à une élection. C'est vrai que j'ai dit tout à l'heure que même un pauvre a le droit de se présenter à une élection, mais pour que votre dossier soit accepté ou déposé, il vous faut un strict minimum pour constituer le dossier. Donc, il vous faut un petit quelque chose. Il vous faut un petit quelque chose pour mener une campagne électorale. Donc, au MGG et au sein du Destin National, le Destin National, notre coalition, nous mettons un accent particulier sur ces deux éléments importants. Premièrement, la représentativité sur le terrain. Voilà pourquoi nous exigeons pour chaque colistier un minimum de 100 électeurs. C'est-à-dire, si vous arrivez à démontrer que vous avez... Vous pouvez mobiliser 100 personnes. Vous pouvez mobiliser 100 personnes et les 100 personnes peuvent voter en votre faveur. À ce moment-là, vous êtes éligible en tant que conseiller sur la liste présentée par le MGG. Ça, c'est l'un des critères. Strict minimum, 100 personnes. Deuxième critère, c'est, quoi qu'on dise, l'aspect financier est toujours important. Donc, pour faire une campagne, il faut bien une base. Donc là aussi, nous demandons à nos colistiers, sans fixer des montants, de faire des efforts dans ce sens-là. Voilà. Alors, on est quasiment à la fin de notre entretien. Législative et locale, quid des préparatifs? On est dans la révision des listes électorales. Après, c'est quoi? Après l'opération de révision de listes électorales, nous avons l'opération de dépôt de candidature. Je crois qu'il va même arriver un moment où les deux se font simultanément. Ouais. Et après aussi des candidatures, après le dépôt de candidature, la CNOSER va procéder à l'examen des dossiers. Après va s'en suivre une phase de recours. Et une fois les recours terminés, nous allons simplement rentrer dans la période de campagne électorale. Voilà. Entre-temps, il peut y avoir une petite pré-campagne, c'est-à-dire la période qui précède la campagne électorale. Et après la campagne électorale, c'est le scrutin proprement dit le 27 septembre. Et après le scrutin, nous allons simplement attendre les résultats. Voilà. Donc, indépendance totale, démocratie et développement, trois maîtres mots qui guident ce parti politique qu'est le mouvement pour la grandeur du Gabon, MGG, que vous portez. Sirocos, il s'agissait de qui sur Il s'agissait de M. Christian Mermans Nansom, qui est un habitué de la matinale. Aujourd'hui, on parlait politique, mais sinon,
on va le dire de façon triviale comme au quartier. Il nous met toujours bien quand on parle de culture. Tranquillement, vraiment. On avait déjà choisi la langue nationale avec exactement. lui. Il faut encore un débat autour. Les téléspectateurs vont réagir. C'est important. Invitez-moi quand vous voulez. C'est très important. Okay. On rappelle donc que vous êtes président du parti politique Mouvement pour la grandeur du Gabon, en abrégé MGG, et président en exercice de la coalition Le Destin National, en abrégé LDN. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est moi qui vous remercie.